Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire des créateurs d'entreprises, donc tout ce que vous devez savoir en matière fiscale. Donc, je me présente déjà, je suis Stéphanie Varini, je suis inspectrice à la direction départementale des finances publiques, à la division des professionnels en charge du pilotage du service des impôts des entreprises. Donc, le service des impôts des entreprises, c'est quoi? En fait, ça sera le service qui sera votre interlocuteur pendant toute la vie de votre entreprise. Donc, vous avez peut-être l'habitude d'aller au service des impôts des particuliers pour des questions relatives à votre impôt sur le revenu. Sachez qu'il existe le pendant pour les professionnels, qui est le service des impôts des entreprises, qui pour la Meurthe-et-Moselle se situe rue Sainte-Catherine. Donc, quelques petites informations sur ce webinaire. Donc, nous allons être ensemble une petite heure. Donc, vous êtes très nombreux, ce qui explique pourquoi vos caméras et vos micros sont coupés. Mais je vous invite à utiliser le chat pour me poser des questions. Je répondrai à ces questions soit en les intégrant dans le corps de ma présentation, soit avec un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Et en tout état de cause, s'il ne m'est pas possible de répondre à l'ensemble de vos questions, j'y répondrai dans les prochains jours, puisque l'URSSAF Lorraine me communiquera vos coordonnées pour que je puisse vous apporter des réponses personnalisées. Autre chose, ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur le site de l'URSSAF Lorraine. Alors, on est là pour parler de du régime de la micro-entreprise. Donc, c'est quoi la micro-entreprise? En fait, c'est un statut qui a été fait pour justement apporter une simplification dans la vie de l'entreprise. Donc, le régime de la micro-entreprise est un régime simplifié de déclaration et de versement des contributions sociales et fiscales. Donc, moi, je vais vous parler principalement des cotisations fiscales, des impôts que vous allez devoir potentiellement acquitter si vous êtes micro-entrepreneur. Donc, qui est concerné par l'activité de la micro-entreprise? Alors, c'est une activité qui peut être exercée parallèlement à d'autres activités. Vous pouvez être micro-entrepreneur si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes retraité, si vous êtes étudiant, et si vous êtes fonctionnaire avec l'autorisation de votre administration, puisque certaines activités sont interdites ou sont soumises à autorisation de l'administration. Donc, c'est un statut qui peut être exercé pour quasiment toutes les activités, sauf certaines qui sont spécifiquement interdites par la loi. Donc, vous ne pouvez pas être micro-entrepreneur si vous exercez notamment des professions médicales, des professions juridiques, notaires, huissiers de justice, ce qu'on appelle les agents généraux d'assurance, les experts comptables, tout ce qui est activité immobilière, notamment les agents immobiliers, et les activités agricoles qui dépendent du régime de la mutualité sociale agricole. Donc, pendant cette heure, on va voir successivement 5 points. Premier point, l'imposition des revenus. Forcément, vous allez tirer de votre activité de micro-entreprise des revenus. Ces revenus vont être imposés comment? Ensuite, la TVA. Est-ce qu'en tant que micro-entrepreneur, vous connaissez la TVA? Est-ce que vous devez la facturer à vos clients? Ensuite, on verra la cotisation foncière des entreprises, les obligations comptables et les services en ligne. Donc, les services en ligne, je vous expliquerai aussi comment vous allez pouvoir retrouver tout ce que je vais vous dire, puisque en fonction de ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des questions d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et mon but, c'est aussi de pouvoir vous montrer comment vous allez récupérer l'information. Et je vous indiquerai également à qui vous pouvez poser ces questions si vous ne trouvez pas la réponse par vous-même ou comment prendre rendez-vous avec les services des impôts, le service des impôts des entreprises. Donc, premier point, l'imposition des revenus. Donc,
déjà, il faut faire un petit focus sur la micro-entreprise. La micro-entreprise, en fait, vous êtes micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, concentrez-vous sur la deuxième ligne du tableau, le régime de la micro-entreprise. Vous êtes micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas 188 700 € de vente de marchandises ou de fourniture de logement et 77 700 € si vous êtes bénéfices industriels et commerciaux, prestations de services ou bénéfices non commerciaux, également la limite de 77 700 €. Donc, ça peut vous sembler barbare. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un bénéfice industriel et commercial? Qu'est-ce que c'est un bénéfice non commercial? Donc, un bénéfice industriel et commercial, comme son nom l'indique, ce sont les activités industrielles, les activités de commerce. Vous décidez de vendre quelque chose, vous faites une activité commerciale. Au sein de ce bénéfice industriel et commercial, vous avez d'un côté les ventes de marchandises et de l'autre côté les prestations de services. Vous voyez que le seuil n'est pas le même. Alors, c'est quoi la différence entre une vente de marchandises et une prestation de service? Je vais prendre un exemple tout simple. Vous vendez des ordinateurs. Vous faites de la vente de marchandises. Vous restez micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas 188 700 € de vente d'ordinateurs. À l'inverse, votre activité, ce n'est pas de vendre des ordinateurs, c'est simplement de les réparer. Un client vous emmène un ordinateur qui a un problème, qui ne marche pas correctement, et le service que vous lui rendez, c'est d'essayer de le réparer. Donc, dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle une prestation de service. Vous ne vendez rien, ou si ce n'est que vous vendez un service, une prestation, quelque chose d'immatériel. Donc, dans mon exemple, vous restez micro-entrepreneur si vous ne réparez pas plus de 77 700 € d'ordinateur. Le bénéfice non commercial, c'est un peu différent, ce sont toutes les activités libérales ou les activités que la loi définit comme bénéfice non commercial. Un médecin, par exemple, sera en BNC. Et sinon, ce sont les activités libérales. Donc, en cas de création en cours d'année, les seuils sont ajustés pour tenir compte de la, comment dirais-je, du temps de création. Donc, qu'est-ce qui se passe par contre si vous dépassez le seuil les deux seuils que je vous ai indiqués auparavant, donc les 188 700 et les 77 700? Je vous ai dit que vous restez micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas ce montant de chiffre d'affaires. Plus exactement, la loi vous permet de dépasser ce seuil une année et de ne pas perdre le statut. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une année très faste. Mettons par exemple que vous avez un gros client qui décide de renouveler, si je continue avec mon exemple des ordinateurs, il décide de renouveler tous les ordinateurs pour tous ses salariés. C'est une très grosse commande, vous allez dépasser le seuil de 188 700, sauf que cette commande, par définition, elle intervient une seule année. Elle ne se renouvellera pas les autres années. Donc, on va vous permettre de dépasser une année le seuil de chiffre d'affaires et de rester micro-entrepreneur. En fait, c'est si vous le dépassez 2 années de suite que vous perdrez le statut de micro-entrepreneur. Pourquoi? Parce que, on le verra plus tard, le statut de la micro-entreprise, c'est vraiment un statut simplifié. Vous n'avez pas de tenue de comptabilité, vous avez très peu de déclarations fiscales à faire. Et donc, pour simplement avoir eu une bonne année, les conséquences fiscales de vous faire quitter le régime de la micro-entreprise juste parce que vous avez dépassé une année de suite, parce que vous avez eu un très bon client, seraient quand même pas forcément neutres pour vous. Donc, retenez, en fait, vous avez le droit à faire une bonne année où vous dépassez les seuils. Si vous en faites 2, vous perdez le régime de la micro-entreprise. Alors, dans mon exemple, on va continuer avec le seuil avec l'exemple de la vente d'ordinateurs. On va dire que vous avez vendu en 2000, nous sommes en 2024,
alors on va dire en 2024, on va se projeter sur toute l'année, vous avez vendu pour 100 000 euros d'ordinateur. Donc, ces 100 000 euros, comment est-ce qu'ils vont être imposés? Il y a deux régimes d'imposition. Un régime de droit commun, qui est le régime classique, et un régime sur option, c'est-à-dire qu'il va falloir matérialiser que vous souhaitez opter, c'est pas d'office. Si vous souhaitez être au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, il va falloir le dire. Donc, on va parler tout d'abord du premier régime, qui est le régime de la micro-entreprise, qui est ce qu'on appelle le régime de droit commun. Celui où vous allez être placé si vous décidez de ne pas opter pour le deuxième régime. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez déclarer sur une annexe de votre déclaration de revenus, vous allez déclarer le chiffre d'affaires annuel que vous allez réaliser au titre de votre activité professionnelle. Donc, je pense que vous tous ici, vous devez déclarer, généralement au mois d'avril-mai, vous déclarez votre déclaration de revenus, où vous portez vos salaires, vos retraites et autres. À cette déclaration de revenus, qui s'appelle la déclaration numéro 2042, elle a un petit, ici en haut à gauche, elle a un petit numéro, il y a tout un tas de déclarations annexes. Par exemple, si vous louez si vous louez des logements, vous allez devoir faire des revenus fonciers. Eh bien, il y a une déclaration annexe qui s'appelle la 2042C pour complémentaire, pro pour professionnel, qui va vous permettre de déclarer le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Donc, 2024, vous réalisez 100 000 euros de vente d'ordinateur. En avril-mai 2025, vous allez déclarer sur la 2042C Pro, donc en même temps que votre impôt sur le revenu, vous allez déclarer les 100 000 euros de vente de marchandises. Si par contre, vous faites 50 000 euros de réparation d'ordinateur, ce n'est pas la même ligne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'ordinateur, mais sur cette déclaration 2042C Pro, vous avez le fameux régime micro-BIC et ici le régime micro-BNC. Donc, les colonnes là correspondent en fait à vous, déclarant 1, le déclarant 2 et éventuellement si vous avez une personne rattachée. Donc, dans mon exemple, la vente d'ordinateur, c'est du BIC, vente de marchandises. Si c'est vous le déclarant, vous allez le déclarer à la ligne 5KO. Vous réparez les ordinateurs, vous allez le déclarer à la ligne 5KP. Vous avez une activité libérale, vous allez le déclarer ligne 5HQ. Je vois votre interrogation qui est, mais bon, moi, peut-être que j'ai vendu 100 000 euros d'ordinateur, mais à la fin, dans ma poche, je n'ai pas 100 000 euros. Parce que ces ordinateurs, je les ai achetés quelque part. J'ai peut-être loué un local pour les vendre, parce que des ordinateurs, ça prend de la place. J'ai payé ma facture d'électricité. Donc, à la fin, je n'ai pas eu 100 000 euros. Donc, moi, si je dois être imposée sur 100 000 euros, c'est quand même fortement injuste. Donc, bien évidemment, vous ne serez pas imposé sur ces 100 000 euros. Pourquoi? Parce que notre système informatique va vous déduire un abattement qui vaut pour les frais et charges. C'est un abattement légal, j'insiste, c'est-à-dire qu'il est fixé par la loi. On ne peut pas aller au-dessus. Donc, vous les avez là. Si vous avez fait une activité micro-BIC achat-revente, on va vous déduire un abattement de 71%. Donc, dans mon exemple, j'ai déclaré 100 000 euros de vente d'ordinateur. Le système informatique va me déduire 71%, donc 71 000 euros, et je ne serai plus imposable que sur 29 000 euros. Pour les prestations de services, donc par exemple les réparations d'ordinateurs, cet abattement est de 50%. Pour les activités libérales, il est de 34%, avec un minimum d'abattement de 305 euros. Donc cet abattement, encore une fois, c'est l'abattement légal. S'il n'est pas suffisant pour couvrir toutes vos charges, ça veut peut-être dire que le régime de la micro-entreprise n'est pas adapté. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il arrive de mes 29 000 euros, donc les 100 000 euros moins l'abattement? Eh bien, l'impôt sur le revenu en France, il est basé sur le foyer fiscal. Donc, on va prendre tous les autres revenus du foyer, si vous exercez une autre activité salariée, si votre conjoint est salarié, s'il est retraité.
On va additionner en fait tous les revenus, y compris le revenu imposable que vous tirez de l'activité de micro-entreprise, et on va y appliquer le barème de l'impôt sur le revenu. Donc ce fameux barème qui est progressif, c'est-à-dire plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Deuxième possibilité d'imposition qui est l'option pour le versement libératoire. Alors déjà, c'est un régime certes qui est sur option, mais qui a des conditions. Et la première des conditions, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain revenu. Donc nous sommes en 2024, on est toujours sur le revenu N-2, donc le revenu fiscal de 2022. Donc si en 2022, vous êtes une personne seule, vos revenus ont dépassé 27 478 €, de toute façon, vous ne pouvez pas opter pour ce régime. Et les seuils sont différents si vous êtes un couple ou si vous avez des enfants. Donc, les seuils augmentent en fonction du nombre d'enfants. Donc, en 2022, vous êtes seul, vous aviez 30 000 € de revenus. Vous pouvez déjà oublier ce que je vais vous dire puisque de toute façon, vous n'avez pas le droit d'opter pour le versement libératoire. Par contre, vous êtes en dessous, vous pouvez tout à fait opter pour ce régime. Donc, comment ça se passe? Donc, soit vous allez opter quand vous allez créer votre entreprise sur le guichet de formalité des entreprises. Il y a une petite case à cocher pour dire que vous souhaitez opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Soit, il faut le dire au plus tard, le dernier jour du 3e mois qui va suivre votre création. Et si par contre, vous n'avez pas opté et que vous vous rendez compte au bout de 1, 2 ou 3 ans que finalement ce régime-là est plus favorable pour vous, vous pouvez toujours opter avant le 30 septembre de l'année pour que ce régime soit mis en place l'année suivante. Donc, en quoi est-ce qu'il consiste ce régime? Mais en fait, c'est un régime un peu particulier parce que, en fait, vous allez payer votre impôt sur le revenu, vous allez le payer non pas aux impôts, mais en même temps que vous allez payer vos cotisations sociales. Donc, en gros, on va, en plus du pourcentage de cotisation que vous allez payer, on va vous demander un petit pourcentage supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, je vous ai mis à l'écran les pourcentages. Donc, vous voyez qu'ils diffèrent. On retrouve toujours cette idée BIC, vente, BIC, prestation de services ou BNC. Et vous voyez que les seuils ne sont pas les mêmes. Donc, je continue à dérouler mon fil. On vend les ordinateurs. Ce sont des déclarations qui sont faites donc en même temps que vous allez verser vos cotisations sociales, donc qui se font soit au mois, soit au trimestre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, donc là, on est en novembre. En octobre, vous avez vendu pour 1 000 € d'ordinateur. Donc, vous allez indiquer à l'URSSAF que vous avez vendu 1 000 € d'ordinateur. Sur ces 1 000 €, on va vous prendre 12,30% au titre des cotisations sociales. Donc, dans mon exemple, 1 230 €, 123 € pour 1 000 € de chiffre d'affaires. Et on va vous prendre 1% supplémentaire. Donc, en fait, sur les 1 000 €, on va vous prendre 13,30%, dont 1% pour l'impôt sur le revenu. Pour les BNC, ça sera 1,70%. Donc, effectivement, ce système est assez facile à voir puisque, en fonction de tout ce que vous allez facturer, vous allez appliquer 1%, 1,70 ou de 20 pour effectivement savoir quel est le montant de l'impôt sur le revenu que vous allez acquitter en même temps que vos cotisations sociales. Donc, au niveau fiscal, donc nous, la seule chose qu'on va vous dire, qu'on va vous demander, c'est de nous dire quel est quand même le montant de chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Donc, sur cette fameuse 2042C Pro, vous allez mentionner le montant du chiffre d'affaires réalisé qui va être imposé au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est une autre case, mais toujours sur la même déclaration. Donc, dans mon exemple, je vais mettre qu'en vente de marchandises, en ligne 5TA, j'ai réalisé l'année dernière tant de ventes d'ordinateurs.
Vous n'allez pas être réimposé dessus. C'est une information dont on a besoin. Donc, maintenant, vous dire qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous? C'est clair que ça m'est impossible. Chaque situation est différente. Sur le premier système, on va faire masse de l'ensemble des revenus de votre foyer. Donc, bien évidemment que je ne peux pas simuler tous les revenus de votre foyer et ça m'est difficile de vous dire quel serait le régime le plus favorable. Ça, il va falloir que vous essayiez de le stimuler. Donc, pour la première solution, qui est le régime de droit commun, sur le site impôt.gouv.fr, il y a un simulateur de calcul. Donc, vous pouvez rentrer un chiffre d'affaires prévisionnel et regarder ce que ça fait si vous y mettez tous les revenus de votre foyer. Par contre, pour le versement forfaitaire libératoire, ben c'est simple, hein, c'est le chiffre d'affaires multiplié par un taux. C'est assez simple à calculer. En tout état de cause, si vous êtes non imposable, ne choisissez pas d'opter pour le versement libératoire. Pourquoi? Parce qu'avec le versement libératoire, vous allez, alors, je ne peux pas revenir en arrière, si, vous allez forcément avoir un pourcentage d'impôt sur le revenu à payer, alors qu'avec le premier système, vous seriez non imposable. Alors, ça vaut pour une année. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et que finalement, vous n'avez pas choisi d'être dans le bon, enfin le régime le plus avantageux pour vous, vous pouvez toujours, avant le 30 septembre de l'année, opter pour soit le versement libératoire, soit, si vous êtes au versement libératoire, nous dire que vous souhaitez passer au régime normal, au régime de droit commun, pour passer pour l'année suivante. Vous aurez perdu une année, puisque malheureusement, vous avez choisi votre régime pour l'année. On ne rembourse pas si vous avez choisi quelque chose qui n'était pas adapté, mais vous n'êtes pas pieds et poings liés pour l'avenir. Vous pouvez toujours choisir. Alors, ça, c'est l'imposition des revenus. Ça, c'est là, ben voilà, vous tirez un revenu, il est imposable à l'impôt sur le revenu. Deuxième impôt, la TVA. Alors, la TVA, vous la connaissez tous, hein, parce que dès que vous allez acheter quelque chose dans une enseigne, vous avez de la TVA à payer. Demain, vous allez acheter une télé dans une grande enseigne, vous allez avoir une TVA à 20% qui va s'ajouter au montant hors taxe. Et en fait, ce que vous payez, c'est ce qu'on appelle le montant TTC. Donc, le montant du produit plus la TVA au taux soit réduit, soit au taux normal de 20%. Donc, vous, en tant que micro-entreprise, est-ce que vous rentrez dans un régime de TVA? Alors, comme pour le régime pour l'imposition des résultats, il y a des seuils, mais ça aurait été trop simple. Ce ne sont pas les mêmes que ceux que je vous ai présentés avec l'imposition au niveau du résultat. Ils sont à peu près moitié moins importants. Alors, ils vont encore changer en début d'année 2025 pour augmenter très légèrement. Donc, en fait, en micro-entreprise, vous ne connaissez pas la TVA si vous ne dépassez pas un montant de chiffre d'affaires. Alors, je schématise beaucoup parce qu'en fait, il y a deux seuils. Ça, c'est le seuil haut, il y a un seuil intermédiaire, mais bon, je vais vous présenter le seuil haut, donc qui est de 101 000 € pour le BIC vente et 39 100 € pour le BIC prestation de services activité libérale. Donc, dans mon exemple, si vous ne vendez pas plus de 101 000 € d'ordinateur, vous ne facturez pas la TVA. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça veut dire que sur vos factures, vous n'allez pas faire apparaître de TVA. Donc, dans mon exemple, j'ai vendu à Monsieur Dupont un ordinateur de marque Dell pour 1 000 €, montant à payer 1 000 €. C'est différent si vous étiez dans un régime de TVA, vous feriez apparaître montant hors taxe 1 000 €, TVA à 20%, 200 €, montant à payer 1 200 €. Vous voyez, la différence, c'est pas la même chose quand on applique la TVA.
Donc, effectivement, donc vous ne ferez pas apparaître la TVA dans vos factures. La seule chose qu'on va vous demander quand même de mettre sur les factures, et là j'insiste bien, pensez à mettre cette mention, c'est la mention que vous voyez en bleu. C'est TVA non applicable, article 293B du CGI. Pourquoi? Parce que si vous ne mentionnez pas cette facture, en cas de contrôle, on est en droit de vous demander de payer la TVA sur toutes vos factures, enfin sur toutes les factures qui ne comprendraient pas cette mention. Or, simplement pour avoir oublié toute petite ligne sur une facture, les conséquences seraient quand même assez dramatiques pour vous, parce qu'en gros, on vous demanderait de payer 20% de tout ce que vous avez facturé, alors que ça serait un manque à gagner pour vous. Donc, effectivement, vous mettez cette petite mention. La conséquence de ne pas facturer de la TVA, c'est que vous ne pouvez pas la déduire. Donc, de toute façon, c'est-à-dire que pour vous, la TVA est neutre. Je vais schématiser en disant que vous ne la connaissez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous vous approchez dangereusement de ce seuil? Je vous conseille de prendre rendez-vous avec le service des impôts des entreprises. Donc, je vous expliquerai comment prendre rendez-vous à la fin de ce webinaire. Pourquoi? Parce que rentrer dans un système de TVA, ce n'est pas simple. Pourquoi? Parce que qui dit TVA dit déclaration fiscale, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations à faire pour nous reverser, puisque la TVA, c'est une taxe. Cette taxe, elle doit être reversée aux services fiscaux. Donc, elle est reversée par le biais de déclarations elles peuvent être mensuelles, trimestrielles, annuelles. Donc, qui dit déclaration à faire, dit aussi obligation de tenir une comptabilité. Parce que pour remplir la déclaration, il va falloir quand même que vous teniez une comptabilité avec les comptes de TVA. Donc, tout de suite, vous voyez que rentrer dans un système de TVA, ce n'est pas neutre, puisqu'il y a un peu plus d'obligations que si vous n'y êtes pas, où je vous disais, la seule obligation que vous avez, c'est de mentionner sur la facture cette petite mention. Donc, vous vous approchez de ce seuil, il faut effectivement prendre rendez-vous avec nous et on vous expliquera quelles sont les conséquences pour vous. Donc, bien évidemment, tout va dépendre aussi à partir de quel moment vous vous rapprochez du seuil. Si on est le 25 décembre et que vous êtes à 95 000 €, logiquement, vous ne devriez pas, avant la fin de l'année, dépasser le seuil. Si par contre, on est déjà au mois de juin et que vous avez dépassé ce seuil, il faut tout de suite prendre rendez-vous avec nous parce qu'il faut savoir que dès que vous passez ce seuil, vous êtes tout de suite à la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Donc, il faudra facturer de la TVA, peut-être même à rebours, hein, parce que si vous dépassez le 20 juillet, ça va vous obliger, à partir du 1er juillet, à refaire toutes les factures pour lesquelles vous n'auriez pas mentionné de TVA, puisque c'est dès le premier jour du mois de dépassement. Donc, n'attendez pas d'être très, très proche des seuils pour prendre contact avec nous. Alors, je vois que certaines personnes sur le chat me disent que ça a coupé. Si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas à vous reconnecter ou à mentionner dans le chat pour voir si jamais il y a un souci. Donc, ça, c'est la TVA. Donc, bon, on va considérer quand même, parce que les seuils sont relativement hauts, qu'au tout début de votre activité, vous ne devriez pas être concerné par la TVA. Bon, comme je dis, je vous souhaite d'exploser le chiffre d'affaires très vite et très rapidement, mais ça risque peut-être pas non plus d'être dans les 6 mois de votre création. Donc, troisième impôt, voilà. Troisième impôt que vous allez pour le coup acquitter, parce que autant la TVA, vous risquez de ne pas la connaître tout de suite. L'impôt sur le revenu, vous pouvez tout à fait être non imposable, hein. Par contre, la cotisation foncière des entreprises, c'est l'impôt que vous aurez de toute façon à payer tous les ans. Sauf l'année de création. Donc, je dis toujours que si vous avez un projet de création et que on est le 27 décembre et que vous avez envie de vous créer, peut-être que c'est peut-être bien d'attendre le 2 janvier.
Comme ça, votre année de création, elle sera complète et pas 3 jours. Sauf bien sûr, si vous prévoyez de faire les marchés de Noël et de faire l'intégralité de votre chiffre d'affaires en décembre. Mais sinon, effectivement, il n'est peut-être pas urgent de vous créer en fin d'année. Il y a également des exonérations permanentes que vous voyez à l'écran, hein, si vous exercez certaines professions. Des exonérations facultatives. Alors, vous venez peut-être pas que de la Meurthe-et-Moselle, donc je ne connais pas la Meuse, la Moselle, je ne connais pas les zones. Mais il faut savoir que certaines communes votent des exonérations temporaires pendant quelques années. Si vous vous implantez avec votre entreprise, on va dire dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville ou ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre, des zones franches urbaines. Donc en gros, ce sont des zones où on essaie de redynamiser un petit peu le tissu économique et on essaye d'attirer des entreprises et pendant 5 ou 8 ans, on va exonérer ces entreprises de l'impôt. Je ne connais pas forcément toutes les zones de Lorraine, donc pour ceux qui sont d'autres départements, vous pouvez vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises qui pourra vous dire si vous êtes dans une zone qui vous ouvre droit à une exonération facultative. Et en fait, ensuite, dernière exception, vous ne payez pas de cotisation foncière des entreprises si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. Parce que comme je vous ai dit en début de ce webinaire, vous pouvez cumuler une activité de micro-entreprise avec une retraite ou avec une activité salariée. Et parfois, c'est simplement pour avoir un petit complément de revenu. Et donc, il a été fixé une limite de 5 000 euros qui fait qu'en dessous, on ne vous réclame pas d'impôt de cotisation foncière des entreprises parce qu'on juge que vous faites un petit chiffre d'affaires, un complément de revenu. Donc, la CFE, en fait, c'est quoi? Alors, la CFE, je vais prendre un parallèle avec votre taxe foncière ou avec la taxe d'habitation que vous payez il y a quelques années. La taxe foncière ou la taxe d'habitation, c'est quoi ou c'était quoi pour la taxe d'habitation? Vous payez la taxe en fonction de votre logement. Donc, le logement avait ce qu'on appelle une valeur locative. Une valeur locative multipliée par un taux, ça donnait l'impôt. Bien évidemment que si vous habitez, même encore que vous êtes propriétaire d'un studio, vous ne payez pas la même taxe foncière que si vous êtes propriétaire d'une maison. De la même façon, un studio de 20 mètres carrés n'est pas, vous ne payez pas forcément la même taxe foncière si ce studio est à Nancy que s'il est à Paris. Pourquoi? Parce que chaque commune vote ses taux. Donc, ce n'est pas un taux pour toute la France. Chaque commune, chaque intercommunalité vote des taux qui lui sont propres. Donc, la cotisation foncière des entreprises, c'est la même chose. Si vous exercez votre activité dans un local professionnel, ce local, il a une valeur, ce qu'on appelle une valeur locative. J'enfonce une porte ouverte, hein, vous vous doutez bien que plus il est grand, plus la valeur locative, elle sera importante. Donc, la valeur locative multipliée par le taux, ça fait un montant d'impôt de cotisation foncière des entreprises à payer. Qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'on puisse dire quelle est la cotisation foncière des entreprises que vous devez payer? Quand vous allez vous créer, donc vous allez aller sur le guichet fiscal des entreprises, le guichet de formalité des entreprises, pardon, qui, en fait, toutes vos formalités de création se font sur Internet depuis 2 ans. Donc, une fois ces formalités faites, vous allez avoir un numéro sirène qui va vous être donné par l'INSEE. L'INSEE donc vous donne ce numéro sirène, vous immatricule et parallèlement va informer tous ses partenaires, dont nous, Finances publiques, que vous êtes créé. Donc, on va vous créer dans notre système informatique en tant que Monsieur Dupont coiffeur, Madame Durand votre d'ordinateur. Voilà, donc on va vous créer.
Et on va vous envoyer le petit formulaire que vous voyez à l'écran, qui s'appelle la déclaration 1447C pour création. Donc, s'il vous plaît, si vous recevez ce courrier, renvoyez-nous-le. Parce qu'en fait, dans ce formulaire, on va vous demander de nous dire où vous êtes. Si vous louez un local, eh ben, que ce local, vous le louez à Monsieur Dupont, qu'il est situé 50 rue des Ponts à Nancy, qu'il fait 25 mètres carrés. Et nous, ça va nous permettre de vous situer et de vous calculer l'impôt, la bonne cotisation foncière des entreprises. Parce qu'encore une fois, utiliser un local de 20 mètres carrés, c'est pas comme utiliser le local qui sera sur le palier d'à côté, qui en fera peut-être 35. Donc, c'est l'idée de vous localiser le mieux possible pour établir la cotisation foncière des entreprises. Donc, ça, c'est si vous louez un bien ou que vous êtes propriétaire d'un bien, d'un local dans lequel vous allez exercer votre activité. Mais sur ce formulaire, il va falloir aussi nous dire si vous exercez chez vous. Parce que beaucoup de micro-entrepreneurs n'ont pas de besoin de louer un local. Et donc, ils font ça chez eux. Le siège social de l'entreprise, c'est chez eux. Et encore une fois, c'est permis. Vous pouvez décider d'exercer votre activité chez vous, soit parce que vous dédiez une pièce à votre activité, soit tout simplement parce que vous avez juste besoin d'un bureau, parce que voilà, tout simplement. Donc, sur ce formulaire, il va falloir nous dire, j'exerce de chez moi. Et chez moi, c'est avenue Foch à Nancy. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit que la cotisation foncière des entreprises, elle est basée sur la valeur locative de votre local multipliée par le taux qui aura été voté par votre commune. Donc là, vous vous dites, chouette, j'ai pas de valeur, j'ai pas de local, donc pas de valeur locative, donc 0 multiplié par un taux, ça fait toujours 0. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Si vous n'avez pas de local, donc c'est la, je ne sais pas si vous voyez la flèche à l'écran. En fait, vous allez devoir payer ce qu'on appelle la cotisation minimum. C'est-à-dire que chaque commune a voté de toute façon une imposition minimum. Même si vous n'avez pas de local, même si vous faites ça de chez vous. Donc, cette cotisation minimum, elle est en fait, déjà basée, elle est différente suivant la ville où vous êtes, forcément, et elle est basée sur le montant de chiffre d'affaires. C'est des tranches. Alors, encore une fois, je vais inventer parce qu'il y a à peu près 650 communes en Meurthe-et-Moselle et je ne connais pas le barème de chaque commune. Mais par exemple, on va dire de 0 à 15 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être 200 euros. De 15 000 à 25 000, ça va être 350 euros. Et comme ça, plus vous augmentez le chiffre d'affaires, plus vous aurez à payer. Donc, ces données sont publiques, puisqu'encore une fois, chaque commune vote ses taux, vote la cotisation minimum et les tranches. Donc, si vous hésitez, par exemple, à vous mettre quelque part, vous pouvez demander effectivement à la collectivité, à la mairie, de vous donner exactement quelles sont les tranches d'imposition ou les taux votés. Si vous avez un local, que vous voulez louer un local et que vous hésitez entre le louer à Vendeuvre ou le louer à Nancy, vous pouvez vous renseigner sur les taux d'imposition votés par les communes. Donc, quel que soit en fait le lieu où vous exercez, vous aurez une cotisation foncière des entreprises à payer. Donc, comment ça se passe pour le paiement? Alors, c'est avant le 15 décembre par prélèvement automatique ou par paiement en ligne. C'est-à-dire que vous allez vous connecter, j'en parlerai tout de suite après, sur votre espace professionnel sur le site impôt.gouv.fr et vous allez pouvoir aussi payer comme quand vous faites un achat en ligne en fait. Donc, une petite particularité du monde des professionnels, on ne paye pas en espèces. Tout se fait, même si après, par exemple, vous n'êtes plus micro-entrepreneur ou vous êtes à la TVA, on ne paye pas la TVA en amenant des billets au comptoir du service des impôts des entreprises. Tout se fait par paiement en ligne ou par prélèvement automatique.
Et si vous avez une cotisation foncière des entreprises qui est supérieure à 3 000 €, vous avez un acompte à payer pour le 15 juin. Ça ne sera pas tout de suite l'acompte, hein. Retenez la date du 15 décembre. Donc, une spécificité aussi, dans le monde des professionnels, on vous envoie très, très peu de papier. En fait, le seul papier souvent que vous allez avoir, c'est cette déclaration-là qui va accompagner ce qu'on appelle une lettre d'accueil, hein, où on va vous rappeler vos obligations. Mais sinon, tout se passe de manière, ce qu'on dit, dématérialisée. Donc, la cotisation foncière des entreprises, l'avis n'est pas envoyé papier, jamais. Vous allez devoir aller le consulter sur le site impôts.gouv.fr. Je vous expliquerai après comment, en fait, on fait cette création. Donc, généralement, il est mis à disposition, on va dire fin octobre, début novembre, et vous avez donc 1 mois et demi pour le payer, pour en prendre connaissance et pour le payer. Donc, 4e point, les obligations comptables. Donc, je vous ai dit que effectivement, les obligations comptables, elles sont très simplifiées dans le régime de la micro-entreprise, parce que concrètement, on va vous demander de tenir ce qu'on appelle un livre journal ou un livre des recettes. Donc, c'est quoi un livre journal? C'est un document qui va présenter chronologiquement tout le détail de vos recettes, c'est-à-dire tout ce que vous avez facturé à vos clients et de manière très logique. Donc, le 2 décembre, facture 2024-001, Monsieur Dupont, achat d'un ordinateur Acer, numéro machin, pour 1 000 €. Le 4 janvier, facture 2024-002, Madame Durand, ordinateur, voilà, voyez le système. Donc, effectivement, et vous gardez un double de toutes les factures que vous avez envoyées à vos clients. Et donc, chronologiquement, donc jour après jour, hein, pour avoir une suite logique dans vos factures. Donc, vous voyez que c'est assez quand même souple. Il n'y a pas de comptabilité, il ne s'agit pas de tenir des comptes de charges, des comptes de produits, des comptes d'immobilisation que vous devez tenir si par contre vous n'êtes plus micro-entrepreneur. Donc c'est pour ça qu'on dit vraiment que ce sont des obligations simplifiées. Donc, avant de vous parler des services en ligne, un petit résumé en fait sur les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise. Donc, les avantages, clairement, peu de déclarations. Vous avez vu effectivement que même à l'impôt sur le revenu, c'est un simple report de chiffre d'affaires sur vos déclarations. Idem si vous optez pour le prélèvement forfaitaire libératoire, hein, puisque ça sera mentionné sur vos déclarations sociales. Une comptabilité simple, je dirais même, pour moi, tenir un livre journal, ce n'est pas une comptabilité, donc on va dire des obligations comptables très simplifiées. C'est intéressant pour tester une activité parce que vous n'êtes pas sûr que cette activité est viable. Et donc, effectivement, comme c'est une activité très simple, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'allez pas perdre du temps administrativement parlant. Donc, vous allez pouvoir prospecter des clients sans avoir à tenir une comptabilité, sans avoir à faire des déclarations. Donc, beaucoup moins de paperasse. À l'inverse, si votre activité se développe très rapidement, ça ne sera plus adapté. C'est une activité, la micro-entreprise, qu'on exerce seul. Donc, si vous avez envie de vous associer ou besoin de vous associer, parce que parfois, l'activité se développant, on a besoin de faire rentrer du sang neuf dans la société, c'est clair que la micro-entreprise ne sera plus adaptée puisque par définition, la micro-entreprise, vous êtes seul. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être micro-entrepreneur si vous souhaitez faire certaines activités. Et si vous avez des frais qui excèdent l'abattement de 71%, 50% et 34%, c'est clairement pas le régime le plus favorable pour vous, parce que si vous avez des charges qui sont supérieures à l'abattement légal, vous êtes perdant. Donc, et enfin, je vais vous parler des services en ligne. Donc, les services en ligne, en fait, c'est principalement le site impôts.gouv.fr que vous devez connaître quand vous déclarez vos revenus.
Donc, tout ce que je vous ai dit là, vous le retrouvez sur le site impôts.gouv.fr. Il y a un moteur de recherche, hein, classiquement la petite loupe. Vous tapez micro-entreprise, vous allez tomber sur des items. Je crée, est-ce que je suis à la TVA, est-ce que je dois payer la cotisation foncière des entreprises, comment la payer. Donc, vous allez retrouver tout ce que je viens de vous dire. Vous avez aussi, alors c'est une partie du site impôts.gouv qui est ce site créateur d'une micro-entreprise qu'on a fait il y a quelques années maintenant et qui est plutôt pas mal parce que pour le coup, on a essayé d'être le plus simple possible, c'est-à-dire sans parler de jargon technique. Donc, et en étant le plus simple possible, c'est-à-dire vous avez des fiches techniques qui font 1 ou 2 pages, vous avez des tutoriels vidéo qui vont vous accompagner aussi, donc dans un langage simple. Et notamment, vous avez un tutoriel vidéo sur la création de votre espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr. Donc là, je vais vous en parler tout de suite, mais effectivement, quand vous serez sur le point de créer votre espace professionnel, vous pouvez suivre ce tuto vidéo qui vous aidera si vous avez une difficulté. Donc, ce qu'on retrouve sur le site impôts.gouv, donc un espace de documentation et effectivement un espace qu'on appelle authentifié, puisque comme quand vous déclarez vos revenus, vous allez sur impôts.gouv.fr et vous rentrez notamment un mot de passe. Ben, ça sera la même chose avec l'espace professionnel. Donc, comment ça se passe, créer son espace professionnel? N'y allez pas tout de suite. Pour pouvoir créer votre espace professionnel, vous avez besoin d'un numéro SIREN. Donc, le numéro SIREN, comme je vous l'ai dit, il vous est délivré par l'INSEE. Donc, il faut déjà attendre que l'INSEE ait traité votre demande de création, qu'elle vous ait déjà donné votre numéro SIREN et qu'en plus, qu'elle nous ait informé, nous, finances publiques, que vous étiez créé et qu'on vous crée nous-mêmes dans notre système informatique. Donc, attendez quand même quelques semaines avant de tenter la création parce que peut-être que votre numéro SIREN ne sera pas reconnu. C'est pas qu'il y a un souci, c'est tout simplement que vous y êtes allé un peu trop tôt et qu'il faut nous laisser le temps de vous créer. Donc, comment ça se passe? Alors, le site, si vous allez sur impôts.gouv.fr, quand vous déclarez vos revenus, vous avez peut-être jamais fait attention, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur le bleu qui est votre espace particulier. Et donc, c'est là qu'en avril-mai, vous faites votre déclaration de revenus où vous mettez vos salaires, vos revenus, vos retraites, ou que sais-je. C'est là aussi où vous allez déclarer le chiffre d'affaires tiré de votre activité professionnelle, puisqu'encore une fois, ça se déclare à l'impôt sur le revenu. Là, vous avez peut-être jamais fait attention, mais juste en dessous, il y a le même onglet d'une couleur différente, votre espace professionnel. Donc ça, effectivement, ça sera peut-être la première chose à faire quand vous aurez votre SIREN, c'est d'aller créer votre espace professionnel. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ne serait-ce que pour visualiser votre avis de cotisation foncière des entreprises et le payer, il faudra que vous alliez sur votre compte professionnel. On ne vous enverra pas de papier. Donc, tout se fait en ligne sur Internet. Pareil, si vous avez besoin de dialoguer avec nous, de demander un rendez-vous, ça sera sur ce site-là, puisqu'avec ce site, il y a ce qu'on appelle une messagerie sécurisée. Donc, peu importe le document que vous allez nous envoyer, il passera par une messagerie sécurisée, donc il arrivera au bon service et le document ne se perdra pas dans la nature. C'est important parce qu'on va parfois vous demander des données que vous n'avez pas envie de voir sur la place publique. Donc, et puis surtout, une fois qu'il est créé, il va vous suivre tout au long de la vie de votre entreprise. Donc, peut-être que pour là, il va vous servir à récupérer une fois dans l'année votre avis de cotisation foncière des entreprises. Mais si votre activité se développe, que vous êtes par exemple à la TVA, tout passera également par le site impôts.gouv.fr. Donc, tant qu'à faire, créez-le une bonne fois pour toutes à la création. Donc, comment ça se passe la création? Elle se fait en 2 temps.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'encore une fois, les données fiscales, elles sont sensibles. Donc, vous n'avez pas envie de les voir affichées sur la place publique ou que n'importe qui puisse accéder à vos données. Donc, une fois que vous avez cliqué en haut à droite sur le site impôts.gouv sur votre espace professionnel, vous tombez sur un autre écran où vous allez avoir créé votre espace professionnel, activer votre espace professionnel. C'est pour ça que je vous dis, c'est en 2 fois. Première fois, vous allez créer votre espace professionnel. Donc, vous cliquez dessus. On va vous demander de renseigner le numéro SIREN. On va vous demander de mettre une adresse électronique de l'entreprise, hein, parce que comme pour tout site internet, c'est basé sur un site internet, sur une adresse électronique et puis un mot de passe. Donc, il va falloir le définir. Et une fois que vous aurez validé, on va vous envoyer un courriel avec un lien d'activation, un peu comme dans n'importe quel espace professionnel du commerce en ligne, par exemple. Et donc, il va falloir cliquer sur ce lien dans les 72 heures de l'envoi. Donc, regardez dans vos spams, parce que parfois, on est détecté comme étant des spams. Donc, une fois que vous avez cliqué, qu'est-ce qui se passe? On va vous envoyer un code d'activation par courrier. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est lourdingue son truc. Elle nous parle d'un lien d'activation et ensuite d'un envoi par courrier du code d'activation. C'est logique, encore une fois, on va avoir des données sensibles qu'on va manier. Avec le lien d'activation, on s'assure qu'il y a quelqu'un derrière l'adresse mail que vous nous avez fournie. Et avec le code d'activation qui est envoyé par courrier, on s'assure également qu'il y a quelqu'un à l'adresse postale que vous aurez indiquée. Donc, par rapport à la diapo, le code d'activation, il est valable 60 jours et ça a changé. Donc, vous aurez 2 mois pour utiliser ce code d'activation. Donc, pour l'utiliser, vous retournez sur impôts.gouv, vous recliquez sur votre espace professionnel. Vous n'allez plus donc créer votre espace professionnel, mais juste en dessous, c'est activer votre compte professionnel. Vous rentrez le code d'activation. Vous aurez alors à terminer la procédure de création de votre espace professionnel, notamment en y rentrant un relevé d'identité bancaire, si vous souhaitez payer, par exemple, la cotisation foncière des entreprises en ligne. Et une fois que vous avez tout rentré, vous validez, vous aurez un espace professionnel dans lequel vous pourrez nous envoyer des messages, vous pourrez nous demander un rendez-vous au service des impôts des entreprises, parce que, alors une petite spécificité dont je ne vous ai pas parlé, le service des impôts des entreprises, c'est exclusivement sur rendez-vous. Donc, c'est inutile, et là je parle même si vous êtes de la Moselle ou c'est au niveau national, les services des impôts des entreprises ne reçoivent que sur rendez-vous. Donc, inutile d'aller à l'accueil où vous risquez d'attendre pour rien, puisque ce sera sur rendez-vous. Pourquoi? Parce que les questions peuvent être parfois complexes, on a besoin que vous emmeniez parfois des documents. Donc, on préfère vous consacrer du temps pour étudier votre situation au cas par cas. Donc, voilà l'intérêt d'avoir un espace professionnel. Si vous souhaitez prendre rendez-vous et que pour l'instant, vous n'êtes pas créé ou vous n'avez pas de sirène, puisque je vous ai dit que pour créer, il faut attendre le sirène, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Dans ce cas-là, vous allez sur impôts.gouv, vous descendez tout en bas, il y a une rubrique en noir qui s'appelle Contact, où vous pouvez demander un rendez-vous. C'est assez rapide, hein, puisque j'ai regardé, il y a encore des créneaux pour la semaine prochaine, hein, donc vous n'allez pas attendre très longtemps pour avoir un rendez-vous. Et donc, effectivement, vous nous indiquerez quelle est la nature du rendez-vous. Souvent, on va vous appeler. Mettez bien votre numéro de téléphone parce que vous allez demander un rendez-vous et peut-être que ça ne sera pas besoin que vous vous déplaciez parce qu'on pratique le contre-appel, c'est-à-dire qu'on vous appelle. Si on peut vous donner la réponse par téléphone, on le fera. Ça évitera que vous vous déplaciez. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, on sera là. Donc, on arrive au terme de ma présentation. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a été utile.
Donc, voilà, on reste à votre disposition, mes collègues du service des impôts des entreprises et nous. Et puis, ben, encore une fois, ce webinaire ayant été enregistré, vous pourrez le retrouver sur le site de l'URSSAF Lorraine. Voilà. Ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne création d'entreprise, d'exploser votre chiffre d'affaires. Et donc, voilà. Eh ben, écoutez, ben, bonne journée à vous. Au revoir.